Pour nos étudiants ukrainiens, tout a commencé par un long voyage depuis l'Ukraine. Ils sont 15 chirurgiens, radiologues, radiothérapeutes, venus en France pour une formation en scénologie qui se termine par un examen et s'octroie un diplôme d'État français. Diplôme universitaire. Pour nous, tout commence le 17 mars à Paris par l'accueil à l'Académie de chirurgie qui coordonne cette formation. Un accueil chaleureux qui est suivi d'un voyage en TGV vers Strasbourg où le groupe s'installe pour commencer les cours le lendemain, le 18 mars. Ce sont 2 semaines de cours où notre groupe travaille avec d'autres étudiants français ou étrangers, avec le support essentiel d'interprètes et une équipe enregistrant tous ces cours. Des visites de locaux de l'ICANS, au centre de dépistage, au musée du CHU, quelques moments pour connaître Strasbourg, le centre-ville, un restaurant typiquement alsacien, le Parlement européen, et des stages dans 4 hôpitaux nationaux après les cours théoriques ont permis de constituer et faire grandir un groupe soudé, assidu, et prêt à affronter l'examen qui a eu lieu le 3 avril. Après cet examen du matin, le groupe est reparti pour Paris pour rejoindre leur pays après une visite du constructeur de mammographes qui pourrait être livré en Ukraine. Une expérience pleine d'enseignements pour nous sur le système de santé de l'Ukraine face à ce cancer, et une opportunité pour ces étudiants d'apprendre et nous le pensons de mettre ce qu'ils ont appris au service des dames du pays. On voulait juste vous montrer ce tout petit film très court de 2 minutes qui a un petit peu montré l'ambiance au moment où les étudiants sont arrivés, une ambiance très chaleureuse. Ils ont été accueillis partout avec beaucoup d'attention. Ça s'est très bien passé. Nos étudiants ukrainiens sont toujours venus en cours. Il n'y a pas eu d'absentéisme. Ils étaient pile poil à l'heure. Ils ont joué le jeu de cette formation pendant les 3 semaines. Ils sont allés dans différentes facultés, donc à Rennes, à Paris, à Bordeaux, à Toulouse et à Strasbourg. Et ils ont accepté de passer ce diplôme européen qui a quand même un niveau assez élevé. Et voilà, donc les choses se sont bien passées. On va beaucoup réfléchir avec les uns et les autres pour les amis de l'Ukraine pour voir comment on pourrait faire la partie numéro 2. Mais voilà, ça suppose d'avoir des informations sur la situation qui va se passer en Ukraine dans les prochaines semaines ou mois. Donc, on a besoin de toutes les bonnes volontés pour continuer à accompagner ce joli projet. Et puis, la tradition oblige, il faut que je passe la parole à Arlette Colchen-Person qui va vous faire le résumé de la session précédente qui était intéressante sur un sujet qu'on aborde peu et sans doute parce qu'on a tous beaucoup de pudeur par rapport à cela. Et ensuite, on vous présentera la session de l'après-midi. Merci Madame la Présidente, pardon. Messieurs, mes chers collègues, c'était une séance très intéressante, effectivement, parce que c'est un sujet qu'on n'aborde pas. Bon, on ne parle pas de ces problèmes-là. Mais pourtant, c'est des problèmes qui arrivent et qui arrivent beaucoup. Le docteur Béatrice Vincent-Bonnet nous a parlé des traitements chirurgicaux de la maladie hémorroïdaire, de l'hémorroïdectomie à la thermofusion. L'hémorroïdectomie est restée longtemps le seul traitement chirurgical avec des suites opératoires très douloureuses et qui sont un frein majeur à cette intervention. Depuis 2000, la réalisation d'un bloc pudendal contrôle la douleur post-opératoire sur plus de 12 heures et permet une prise en charge ambulatoire avec une prise en charge de la douleur complémentaire, bien sûr. Les interventions mini-invasives ont comme principe de réduire les flux sanguins, flux sanguins des hémorroïdes et de lifter les paquets hémorroïdaires dans le canal anal. L'hémorroïdopexie circulaire par agrafage, des ligatures artérielles guidées par Doppler avec mucopexie et de la thermofusion hémorroïdaire. Les suites sont beaucoup moins douloureuses, permettent la reprise d'une vie normale rapide. Après les techniques mini-invasives, le taux de récidive est de 20% à 2 ans, mais les malades n'hésitent pas à revenir car ils n'ont pas gardé un souvenir épouvantable de la première chirurgie. Le professeur Aurélien Vénara d'Angers, l'incontinence anale, évolution stratégique, prise en charge des lésions obstétricales du sphincter anal. C'est un sujet qui est encore moins évoqué car autant on consulte, les femmes consultent en rapport avec une incontinence urinaire, autant avec une incontinence anale, c'est beaucoup plus difficile.
Une des évolutions stratégiques, la prise en charge intéresse donc la prévention primaire et secondaire par le biais d'une information, les risques d'insuffisance anale et sur les possibilités de prise en charge au cours de consultations dédiées. Une prise en charge précoce permet de mettre en place traitements, chirurgicaux ou non, efficaces chez le sujet jeune et permettrait de retarder ou de limiter le recours à la neuromodulation qu'on essaye de faire le plus tard possible. Des efforts sont certainement nécessaires pour améliorer la communication au grand public au cours de ce symptôme honteux, mais particulièrement gênant socialement. Le docteur Émile Duchalet de Nantes, l'incontinence anale, évolution stratégique, la neuromodulation sacrée et bientôt le Botox. En raison de l'altération marquée de la qualité de vie associée à l'insuffisance anale, son dépistage s'impose pour ne pas retarder la mise en place de mesures thérapeutiques. Les traitements dépendent de la sévérité de l'insuffisance anale et de son retentissement, évalué en début de prise en charge. Si malgré la prise en place de mesures conservatrices en première intention, les traitements interventionnels sont proposés. La neurostimulation des racines sacrées proposée depuis plus de 20 ans offre une période de test de 2 à 3 semaines qui, lorsqu'elle est positive, permet l'implantation définitive du dispositif sous sédation. Des séries rapportent un taux d'implantation définitive de 60 à 65% et une amélioration durable du taux d'incontinence jusqu'à 10 ans de l'implantation. L'injection intrarectale de toxine botulique est réservée aux insuffisances anales avec impériorité. Le professeur Jean-Luc Faucheron de Grenoble, la cure du prolapsus extériorisé du rectum traite-t-elle l'incontinence anale? La confirmation de la présence d'un prolapsus extériorisé du rectum doit conduire à un traitement chirurgical par rectopexie au promontoire. Il est probable que l'incontinence induite par l'extériorisation du rectum soit due à une distension anale, un étirement des nerfs ou une faiblesse de la musculature périnéale. Le traitement par rectopexie en célioscopie montre une amélioration durable. La réponse est donc oui. Le docteur Isabelle Etiennet, les infections HPV, du condylome au cancer de l'anus. Les virus HPV dits à bas risque sont à l'origine des lésions condylomateuses et des virus dits à haut risque, HR-HPV, sont associés au cancer et aux lésions intraépithéliales de haut grade du col utérin, de l'anus et de l'oropharynx. 3 groupes de population à très haut risque ont été identifiés: hommes vivant avec le VIH et ayant des relations sexuelles masculines, femmes ayant des antécédents de lésions vulvaires de haut grade ou transplantées d'organes solides depuis plus de 10 ans, femmes vivant avec le VIH ayant des antécédents de lésions cervicales de haut grade. La vaccination pour les jeunes est efficace et évite des pathologies HPV chez les filles et chez les garçons qu'il ne faut pas oublier de vacciner. Merci de votre attention.